Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Reprise du dialogue politique national au Gabon. Une rencontre boycottée par le camp de l'opposant Jean Ping, mais voulue par la majorité présidentielle pour réconcilier le pays. En Gambie, la page de l'ancien président Yahya Jammeh semble définitivement tournée, mais le système judiciaire peine à se remettre sur les rails. Le nouvel exécutif s'affaire à restaurer l'état de droit. Innovation dans la création d'automobiles en Tunisie. La marque Walliskar, créée en 2006 à Tunis, a présenté son dernier modèle. Vous le découvrirez dans cette édition. Le Gabon tente de se remettre de la crise post-électorale d'août 2016. Le dialogue politique est entré dans sa seconde phase le 18 avril. Seule une partie de l'opposition a répondu à l'invitation lancée par la majorité présidentielle. Le camp de l'opposant Jean Ping continue de boycotter cette rencontre nationale. Idlet Mirabel-Bissou. La seconde phase du dialogue politique inter-gabonais, initialement prévue le 11 avril, s'est ouverte le 18 avril 2017 sans le principal opposant Jean Ping. À travers ce dialogue, le président Ali Bongo, réélu en septembre 2016, espère mettre fin à la crise post-électorale qui dure depuis plusieurs mois au Gabon. Ce que nous attendons, c'est que celui qui a fait son dialogue, puisqu'il a prêté serment, et que celui le chef de l'État, qu'il mette en œuvre, qu'il rende les Gabonais heureux. Lui-même, il a dit qu'il ne sera heureux que si les Gabonais sont heureux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a la preuve que les Gabonais sont heureux? C'est à lui la responsabilité. Mais en termes d'attente, il faudrait déjà dire que la classe politique nationale, partant de ce dialogue, est la première à mettre en mal les idées que le chef de l'État a voulu mettre sur la table. L'opposition réunie au sein de la coalition pour une nouvelle république de Jean Ping a qualifié ce dialogue de mascarade et a refusé d'y participer. Pour le pouvoir, la plaque tournante du dialogue reste les actes posés au sortir de ce conclave politique. Ainsi, le dialogue apparaît comme un préalable aux élections législatives reportées à la fin juillet 2017. La plus grande cruauté a été le fait que les politiques ont refusé la participation de la société civile des deux bords. Seul le président qui a imposé au dernier moment pour que la société civile participe. Et les mêmes politiques vont travailler sur, de part et d'autre, sur les rapports de la société civile, alors même qu'elles ne veulent pas que la société civile participe au dialogue politique. Cette seconde phase politique du dialogue s'ouvre après la phase citoyenne achevée le 10 avril 2017 et qui a réuni les acteurs de la société civile. Les débats devraient aboutir à des propositions de révision du code électoral pour instaurer une présidentielle à 2 tours. Il s'agit entre autres questions des rôles de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale. En Gambie, le système judiciaire est confronté à des difficultés héritées des pratiques de l'ex-président Yahya Jammeh qui est resté au pouvoir pendant plus de 20 ans. Depuis son accession au pouvoir en janvier 2017, le chef de l'État, Adama Barrow, s'affaire à restaurer l'état de droit. Il exhorte les Gambiens à la patience. Birama Saounera. En Gambie, le système judiciaire fait face à d'énormes obstacles dans son fonctionnement. Il s'agit essentiellement du manque de moyens financiers, d'équipements et d'expertise pour organiser des procès de certains actes commis sous le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. L'affaire Solo Sandin constitue une illustration parfaite des graves problèmes rencontrés par les tribunaux gambiens. Les 9 membres de l'Agence nationale de renseignement qui l'ont arrêté ont été accusés d'avoir participé à sa mort et ont été emprisonnés. Mais leur procès a été reporté 5 fois. Nous allons procéder au jugement à l'affaire parce qu'il existe des preuves de meurtre. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Le cas de Solo Sanding sera élucidé. Le problème qui se pose actuellement, ce sont les autres cas qui seront portés à la connaissance de la justice. Notre appareil judiciaire aura besoin de temps pour surtout minutieusement mener ces enquêtes. And investigate thoroughly. All I can say is that we are expecting justice to be served, and no matter. Nous nous attendons à ce que la justice soit servie et peu importe le temps que cela peut prendre, nous croyons en la justice et espérons que la justice fera son travail. Outre la justice, les autorités gambiennes souhaitent mettre en place une commission vérité et réconciliation dans un délai de 6 mois, l'une des promesses du président Adama Barrow.
Il peut y avoir que la vérité et la réconciliation. Oui, je crois en cela, mais cela ne peut se produire sans que la vérité ne jaillisse pour au moins apaiser les cœurs. Donc nous avons besoin de la justice d'abord pour nous réconcilier. Durant les 22 ans de pouvoir de l'ancien président Yahya Jammeh, des journalistes mais aussi des politiciens sont morts dans des conditions non encore élucidées. Ainsi, la communauté internationale s'est engagée à aider la Gambie à s'occuper de toutes les procédures judiciaires. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, le procès de l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire depuis la chute de son régime en octobre 2014, doit s'ouvrir le 27 avril devant la justice burkinabé. Son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a qualifié ce procès de, je cite, « règlement de compte politique ». Rappelons que l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré, et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire en octobre 2014 qui avait fait 33 victimes selon les sources officielles. La Tunisie est de plus en plus présente dans la création d'automobiles. En 2006, deux frères tunisiens ont fondé la société Wallis-Car dans un modeste atelier de Tunis. Depuis, la marque a fait du chemin et vient de présenter son dernier modèle qui a séduit les marchés internationaux. Siamlo Victoria Sedji. La Tunisie s'impose de plus en plus dans l'univers de la création automobile. Le constructeur Wallis-Car vient de lancer un nouveau produit de la marque SUV. Isis 2, c'est le dernier modèle sorti depuis peu. Il a été conçu avec 3 portes et attise déjà bien de curiosité. À travers lui, l'ambition des concepteurs tunisiens est d'internationaliser la fabrique automobile tunisienne et ainsi la rendre accessible à tous. Mon rêve est de voir Wallis-Cars partout dans le monde. Que vous alliez au Brésil, en Turquie ou aux États-Unis, il faudrait que vous puissiez trouver Wallis partout. Fondé en 2006, Wallis-Car s'est spécialisé dans les voitures de type Jeep. Ces voitures mises sur le marché sont de taille moyenne et faciles à manœuvrer. C'est le cas d'Isis 2, mais sa carrosserie Made in Tunisia est en fibre de verre et requiert un processus de fabrication assez minutieux. L'étape la plus difficile dans la fabrication, c'est de s'assurer d'une bonne finition. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'isolement du son à l'extérieur. La troisième, c'est réussir à ce que l'eau ne puisse entrer dans la voiture. Une fois que toutes les pièces sont prêtes, il faut 16 heures pour que les travailleurs de l'entreprise montent un véhicule. Le prix de cette voiture est de 31 000 dinars tunisiens, l'équivalent de 12 500 €. Beaucoup la considèrent comme la voiture la moins chère dans sa catégorie. Isis 2, le dernier modèle tunisien, est en train de conquérir le monde. Il a même déjà été présenté dans plusieurs salons, tel le salon de l'automobile de Paris. Au Nigeria, le recyclage des déchets plastiques génère des emplois. Des centaines de femmes ont été initiées à la fabrication d'accessoires à partir de déchets recyclés grâce à un programme lancé par l'Université américaine du Nigeria en 2012. Une initiative lancée dans les régions du nord-est du Nigeria minées par l'insurrection terroriste. Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, le recyclage des sachets plastiques est depuis quelques années une activité génératrice de revenus et une niche d'emploi pour les femmes notamment. Dans les régions du Nord-Est, l'Université américaine du Nigeria accompagne les femmes depuis 2012 dans la fabrication de plusieurs accessoires à partir des sachets recyclés. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Ce travail m'a vraiment aidé. Maintenant, je peux payer les frais de scolarité de mes enfants. Je peux acheter de la nourriture pour ma famille et aussi aider mes parents à travers ce travail. À chaque fois que nous voyons des sacs en plastique, nous les ramassons. Notre activité a sensiblement réduit les sachets plastiques dans les rues. Ce programme nous a vraiment aidés. Le programme West to Wealth Recycling a permis depuis son lancement de former plus de 300 femmes au recyclage des sachets. Ce projet est également vu comme un moyen de préservation de l'environnement. En plus de ses aspects écologiques, l'activité de recyclage est un secteur économique rentable.
Nous avons écoulé 7 millions de ces produits pour les femmes du projet. Il y a une femme qui a gagné environ 2 millions de naira elle seule parce qu'elle était extrêmement douée. Elle a acheté un terrain et un ordinateur. Elle paye l'école de ses enfants et cela démontre l'avantage économique du projet pour ces femmes. Ces sacs fabriqués à base de sachets plastiques recyclés se vendent entre 3 et 47 $ selon la taille et la qualité. Cette activité permet tant bien que mal à ces habitants du nord-est du Nigeria de gagner dignement leur vie dans un contexte où l'insurrection terroriste a fait près d'1,8 million de déplacés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.